Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale bilan. Alors un mercredi c'est foot, évidemment rebaptisé mardi c'est foot. On y est, on est à la trêve. 6 semaines de coupure mondiale au Qatar oblige. On est à quelques jours, 5 jours du début de la Coupe du Monde, 7 jours du premier match des Bleus, ce sera face à l'Australie. Mais donc aujourd'hui on va parler de l'Olympique de Marseille. Après 15 journées, on va tirer un petit peu le bilan. Donc ça tombe bien puisque le président olympien Pablo Longoria a tenu lui aussi aujourd'hui une conférence de presse. On réagira en deuxième partie d'émission à ses propos. Je vais d'abord vous présenter le plateau, riche plateau aujourd'hui, et c'est un plaisir déjà de l'accueillir. Marc Libra, ancien joueur formé à l'Olympique de Marseille, évidemment qu'on ne présente plus. Salut Marc. Bonsoir Laurie, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être on s'est raté depuis longtemps, mais là en fait ça y est, on y arrive. On y arrive. Pour le bilan. Pour le bilan. À tes côtés, Sacha Nabé, journaliste et supporter aussi de l'Olympique de Marseille. Bonjour Sacha, bienvenue. Bonjour Laurie, bonjour à tous. Bon, présente-toi un petit peu, qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Bon, je suis moins connu que Marc, bien entendu. Un petit peu. Mais je suis journaliste, moi je suis présentateur d'une émission sur YouTube qui s'appelle Convoqué, où je reçois des personnalités assez connues de différents domaines pour parler de leur passé, leur parcours, revenir un peu plus sur leur intimité, ce qu'ils n'ont jamais révélé. Donc voilà, on prépare la saison 2, ça arrive bientôt et voilà. On suivra ça. Merci d'être là en tout cas Sacha. Merci à vous. Et le chef adjoint du service des sports de la Provence complète le plateau. Salut Alex. Salut Laurie, salut à tout le monde. Alors on va faire un petit tour de table pour commencer messieurs si vous le voulez bien. Donc après 15 journées, l'Olympique de Marseille est 4e de Ligue 1 à 1 point du podium, 6 points de la deuxième place. Marc, est-ce que le bilan est positif selon toi après 15 journées ? Je pense que concrètement le bilan est très positif. On va se rappeler, on va se faire un petit comeback. Première journée, Tudor rentre avec ses hommes, il est sifflé. Sans raison, vraiment sans raison. On nous dit oui, mais parce que Payet, parce que Guendouzi peut-être ne doit pas être là, mais il est là. Gay doit jouer, il n'est pas joué, il est absent. Il est suspendu, si mes souvenirs sont bons. Et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, à part un petit Dany Croche face à Ajaccio, qui pour moi peut être un tournant dans la saison, parce que ces points-là, pour les récupérer, ça sera compliqué. Dans l'ensemble, ça reste en championnat très 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 positif. Et l'Europe, je pense peut-être on en parlera après. C'est un autre débat. C'est ça. Sacha, un bilan de 2 points par match, c'est plutôt pas mal. 30 points après 15 journées, plutôt positif aussi pour toi ? Pareil, bilan positif. Depuis Marcelo Bielsa, moi personnellement, j'ai pas pris autant de plaisir devant l'OM. Même si on va en parler plus tard, mais l'OM joue souvent une mi-temps sur 2, on le disait tout à l'heure. Ligue des Champions, pareil, même s'il y a beaucoup de mauvais. Marseille a pris beaucoup de points comparé à ses anciennes prestations. Donc, bilan plutôt positif pour l'instant. Et Alex, on a eu un démarrage canon de l'Olympique de Marseille et au final une place plus qu'honorable après 15 journées. Très positif en championnat, même si, bon, évidemment contre Ajaccio, c'est vrai que c'est un tournant, donc très positif en championnat. Après, on peut quand même être déçu de la 4e place en Ligue des Champions parce qu'au minimum, la 3e place était jouable quand on a vu la fin de match. Donc oui, on peut dire que c'est très positif dans l'ensemble parce que avant la première journée de championnat, avant cette pseudo mini-crise avec des joueurs qui essayent de se rebeller parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les méthodes d'Igor Tudor. Si on avait dit que l'OM allait au Parc des Princes avec seulement 3 points de retard le 16 octobre, tout le monde aurait signé de suite. Ça s'est un peu moins bien passé après, mais c'est le jeu, c'est le football, on ne peut pas gagner tous les matchs. Donc ça reste très positif en championnat. Il y a la déception de la Ligue des Champions, mais dans l'ensemble, ça va. Parlons de la Ligue des Champions, Marc, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a eu un démarrage catastrophique, même si dans le contenu, c'était positif. Mais il y a eu 2 défaites pour commencer. Ouais. La double confrontation face au Sporting et au final, l'élimination de toute compétition européenne. On revient souvent sur cette tête de Kolasinac, sur le but dans les derniers instants. Mais je pense que c'est les 2 confrontations face à Francfort qui font la différence. Francfort-Revel, on va reparler. Payet et Gerson sont alignés à la 10e minute. Ils ont les mains sur les genoux. Ils ont déjà plus d'essence dans le moteur. Ils sont rincés. C'est là que peut-être Tudor, ce soir-là, j'ai dit, elle est pour lui. Je l'ai souvent mis en avant. J'aime beaucoup ses méthodes, même si elles sont parfois dures. Mais sur ce coup-là, il fait une erreur. Et les joueurs n'ont pas rendu service. Parce que par rapport à Francfort, l'Olympique de Marseille, vous imaginez, s'ils prennent 1 point à l'aller et au retour, ça change totalement la physionomie de leur Ligue des Champions. Parce qu'on dit, oui, mais vous vous rendez compte, Tottenham, oui, peut-être. Mais si la tête de Kolasinac, si avant il y a une transversale aussi, je crois que c'est Hochberg aussi qui fait une transversale, on n'en est pas là. Donc, le regret, il peut être que même en étant mauvais face à Francfort, peut-être face à Tottenham, il y a une gestion à faire et que personne n'est au courant de cette histoire que nous, 4 minutes avant, sur Europe, on explique, ça y est, c'est fini, l'OM est 3e. L'OM est 3e. Messieurs, l'OM est 3e. Et on voit Harry Kane à la 80e qui refuse le jeu, qui commence à aller sur le côté parce qu'il ne veut plus jouer tranquillement. Et malheureusement,
cette folie, même si le virage nord était absent, cette folie, cette envie de bien faire, ça coûte cher à l'Olympique de Marseille. C'est catastrophique, mais ça se perd face à Francfort. Ça se perd aussi, c'est pour ça que je me permets de rebondir, ça se perd aussi dans les tribunes. Parce que contre Francfort, incident qui fait que, huis clos total contre le Sporting, l'OM gagne, mais virage nord fermé contre Tottenham. Et si le virage nord, je ne dis pas que l'OM aurait peut-être gagné, mais avec un virage nord ouvert, ça se passe peut-être différemment contre Tottenham. Donc c'est vraiment, on perd tout contre Francfort ce soir-là. Et on y a cru jusqu'au bout, au final, Sacha dans ce groupe très serré aussi. Totalement, comme le disait Marc, il manque ça, il manque une tête de Kolasinac. L'OM avait tout fait pour gagner ce match, même si il manquait pas grand-chose. La gestion, si Kolasinac met cette tête, on aurait dit que les changements étaient les bons. Comme le disait Alexandre, pareil, on peut finir 3e, ça change rien, mais là on a totalement tout raté d'un coup. La différence, elle est sur le plan financier, c'est-à-dire que 3e, c'est entre 15 et 20 millions qui peuvent rentrer, et peut-être un exploit. Donc là, oui, l'Olympique de Marseille a un effectif, on va parler de l'effectif plus tard, ce qui va se passer à partir du 28, la nouvelle saison qui redémarre, mais c'est surtout, il y avait une opportunité de briller en Europe, et l'OM adore l'Europe, surtout dans ces phases-là, février-mars, ça plaît toujours, on ne sait jamais par rapport au tirage ce qui peut se passer, il n'y aura plus que le championnat, donc... Il y a matière à avoir un beau printemps européen comme en 2018, c'est ça qui est vraiment dommage. Pas les voir même en Europa League. Ah oui. C'est du gâchis parce qu'à 4 minutes, s'ils s'arrêtent de jouer, ils y sont. Et même la saison passée, quand on voit, il y a quand même eu un engouement pour la Ligue Europa Conférence. Demi-finale, il y a eu un bel engouement. Mais après l'Europa League, là, cette année, il y a Barcelone, il y a Manchester United, il y a Arsenal. C'est pour ça que ça aurait été. Oui, mais la vérité de ce qu'on voit. Je dis pas que l'OM l'aurait gagné, mais ça aurait été beau de voir ce match au Vélodrome. En 2018, je ne sais pas si on mise sur l'OM pour aller en finale. À Gerland face à l'Atlético, tu vois, donc puis on a vu qu'en 2018 il se passe le quart et la demi-finale au Vélodrome, il se passe un truc dans le stade et l'OM gagne, alors que normalement tu dois pas gagner, mais il s'est passé ce jour-là une communion que j'ai vécu à l'époque, qu'on a vu en 2006, qu'on a vu l'époque de Drogba, et peut-être tu dis on a envie de revivre ça, et les supporters attendent ça, donc oui, c'est vraiment dommage. On va rentrer dans le thème 1 de cette émission, donc pour parler un petit peu des joueurs individuellement, enfin, peut-être pas individuellement, mais en tout cas ligne par ligne. Marc, on va commencer évidemment avec toi. On va parler déjà peut-être du système mis en place par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, donc adepte des pistons avec une défense à 3. Est-ce que ça t'a séduit, toi, ce système de jeu ? C'est intéressant le piston. Après, je reste persuadé qu'aujourd'hui, d'avoir des vrais latéraux d'expérience, parce que nos pistons, malheureusement, si on compare une voiture, ils ont tourné 3 journées, 4 journées, puis ils se sont éteints. Les pistons, on les a perdus. Klose a peut-être perdu son équipe de France. Quand je dis son équipe de France, c'est qu'il aurait peut-être mérité d'y être, mais sur ses dernières prestations, depuis 1 mois et demi, 2 mois, depuis Angers, il fait le doublé, il marque. Malheureusement, il s'est éteint au fur et à mesure. Nuno Tavares, début de saison explosif, on a dit ça y est. Supporter d'Arsenal qui nous a appelé, il dit putain, mais c'est pas le même joueur, s'il se passe quelque chose. Et finalement, ils se sont éteints. Donc le système de jeu du coach est très énergivore, ça demande énormément, c'est sympa. Mais encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, lors des premières journées, de 3e journée, c'est vrai que l'OM a 55-60 minutes dans les jambes, même en préparation. Je crois qu'on s'était croisés, on avait parlé, ils sont courts physiquement. Donc je me dis, avec le temps, mais le problème, c'est que là, encore une fois, face à Monaco, très bonne première période. Ils doivent gagner comme face à Lyon. Ils doivent gagner 3-4-0. Ils ne marquent pas. Et puis après, il y a une cassure, et puis 75-80. La machine, elle se remet en route. Il y a trop d'écart entre les deux, donc c'est un petit peu dommage. Ce système-là, c'est sympa, mais malheureusement, quand on n'arrive pas à faire la différence, parce qu'il n'y a qu'un joueur capable de marquer des buts, c'est Alexis Sanchez. Les autres ne savent pas marquer des buts, et malheureusement, ce n'est pas leur faute. Ça peut créer des problèmes. Donc, il va falloir trouver la solution. Alors, Jonathan Klose va se reposer, Nuno Tavares aussi, j'espère, pour les retrouver dans un autre système de jeu ou pas. Mais on a vu que ça a très vite posé ses limites. Tu avais déclaré à Alexandre Jacquin, d'ailleurs ici présent au mois d'août, après le premier match contre Reims, à propos de Tavares et Klose, l'OM a récupéré de vrais joueurs de couloir. Ils t'ont un peu déçu du coup, ou c'est dû justement à cette débauche d'énergie voulue par Igor Tudor et son système ? Le rôle de piston, il y en a très très peu en Europe qui sont capables de jouer et sur la durée. Cancelo qui joue avec City, il peut jouer partout, il peut jouer tout le temps et partout. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu Bailly qui a démarré la saison puis qui s'est blessé, donc on a eu pas mal de joueurs qui n'ont jamais été. Je crois que l'OM n'a jamais eu la même défense. On est parti avec à 4, après on est parti à 3, après Gigot est sorti du groupe, après il est rentré, Bailly s'est blessé.
Donc c'est très compliqué de mettre des choses en place quand on a des pistons. Les rôles de pistons, ça doit bien défendre, ça doit bien attaquer. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la récupération, il faut que les joueurs de milieu de terrain, ça soit les mêmes. Quand c'est Rongier, Vertou, c'est plutôt pas mal. Guendouzi qui joue un rôle de 9,5-10, j'ai du mal à comprendre, je préfère être dans la défense. Donc il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Mais pour l'instant, l'OM est 4e. Donc avec tout ce qui s'est passé, il y a peut-être des choses qui vont être remises en place pour que l'OM nous montre autre chose un peu moins éparpillée, je pense. C'est vrai que défensivement, la stabilité, elle n'est pas là, quoi, Alex. Elle n'est pas là, mais c'est dû aux blessures. Le problème, c'est que si un joueur comme Eric Bailly, qui est un très bon joueur, qui est reconnu au niveau international, il vient à l'OM, c'est aussi parce que tous les autres clubs savent qu'il est fragile physiquement. Et donc il est là, et on l'a vu malheureusement, parce que quand il est sur le terrain, comme il l'a été à Londres, à Tottenham, à Paris, avant qu'il se blesse, c'est pas le même match. Avant qu'il se blesse, c'est pas le même match. Et on a Mbemba, Bailly, c'est quand même costaud, c'est du très haut niveau. Ça fait oublier Saliba. Le problème, c'est que Bailly joue un match sur 6, quoi. Donc ça pourra pas continuer. Si là, il va refaire une préparation, s'il se reblesse, il faudra que l'OM recrute. Moi, ce qui me gêne surtout au niveau... Alors, je vais parler du niveau offensif. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'on dit que l'OM a énormément d'occasions. C'est vrai. Le problème, c'est qui se retrouve à la conclusion de ces occasions. C'est pas Alexis Sanchez. Chaque fois, c'est pareil. C'est Kolasinac, c'est Mbemba, c'est Klose, c'est Tavares, c'est Rongier qui va mettre, dans le meilleur des cas, 2 buts dans la saison. Et ce sont des joueurs qui ne sont pas habitués à marquer des buts. Enfin, moi, c'est mon avis. Ce sont des joueurs qui sont pas habitués à se retrouver devant la cage. Et forcément, à un moment donné, eux, ils vont mettre 4-5 buts. C'est l'éternel problème d'avoir des joueurs offensifs. Donc, quand on voit la composition de l'Olympique de Marseille, il y a des fois 6 joueurs offensifs. Mais dans le rôle d'offensif, il y a, à part Alexis Sanchez, les 6 joueurs n'ont jamais eu une vocation de gamin, de bébé, quand on démarre au centre, d'attaquant. C'est ça. Guendouzi joue c'est un récupérateur. Verretou, c'est un récupérateur, même s'il a mis un but extraordinaire à Monaco. Mais alors pourquoi s'obstiner à garder Guendouzi aussi haut moi, j'aimerais bien qu'il redescende. Je pense que c'est pour le travail de pressing intense que veut Tudor. Le problème, c'est que tu perds en qualité technique et en justesse devant le but dans les dernières passes. Mais il est là parce que Payet n'est pas au niveau. Parce qu'autrement, ça doit être Payet et Guendouzi doit être un cran plus bas. Parce que Verretou et Rongier se sont retrouvés là parce que Guendouzi doit les dépanner avec les gros poumons qu'il a, entre guillemets, pour aller faire les efforts et travailler. Mais autrement, c'est le rôle de Payet d'être là. Et là, on a un joueur qui est beaucoup plus offensif et beaucoup plus intéressant. Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira à partir du 28 décembre. Après, il y a le mercato aussi. Disons que le mercato est incomplet. Le mercato Longoria, là, sur l'été dernier, était un peu incomplet offensivement. Il voulait Malinowski, il n'a pas réussi à l'avoir. On a vu que Tudor a fait jouer Gerson sur ses postes offensifs, mais franchement, ça ne le faisait pas. Under, ça le fait à moitié. Payet n'est plus au niveau, à part peut-être qu'il va se remettre bien physiquement et qu'il le sera à la reprise. J'ai des doutes parce qu'après les années passent et il n'y a pas eu les joueurs pour vraiment. Enfin, autant moi je pense qu'Alexis Sanchez devrait jouer un cran plus bas. Voilà, un cran plus bas, devrait jouer dans un de ces 2 postes-là et mettre un vrai buteur devant qui peut être Bamba Dieng. Mais bon, on a vu, Bamba Dieng est trop jeune. Pour l'instant, il est trop jeune, donc il faudrait recruter un vrai buteur, un vrai numéro 9. La clé de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, elle va se passer par rapport à Payet. Si Payet retrouve son niveau, alors on l'a vu, Monaco, 10-15 minutes où il rentre dans un autre état d'esprit. On regarde tous les matchs, on le voit. Il y a des fois, il rentre, il n'a pas envie. T'as pas envie, mon garçon, mais tu dors, te le dis, tu restes à la maison, tu vas en tribune. Et là, quand il rentre avec cet état d'esprit, la mentalité, récupère le ballon, il joue vite, c'est bien. Mais à un moment donné, donc c'est pour ça que là, on dit oui, mais on a quand même joué sans le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille pendant 4 mois, 5 mois. Il est absent. Donc peut-être que pour la suite, s'il se remet dans le sens de la marche, peut-être que ça. La chance, c'est qu'il y aura moins de matchs. Et que il n'y aura pas la Ligue des Champions au milieu, il n'y aura pas la Coupe d'Europe au milieu, il y aura un match par semaine. Alors il y aura la Coupe de France, mais ça peut lui permettre aussi de reprendre progressivement sa place. Est-ce qu'il peut tenir 90 minutes dans le système de Tudor aussi ? Pas 90 minutes, mais être titulaire et être décisif, oui, quand même. Je pense si après, offensivement, on a vu en début de saison, ils arrivaient à marquer 2-3 buts, à faire la différence, comme à Nice rapidement, ou à Angers rapidement. Après, c'est de la gestion. Après, c'est juste du positionnement. Si le cœur y suit, tu peux faire les efforts que tu aies 35 ans. C'est juste qu'après, dans la semaine, tu n'as pas la même récupération. Il ne fait pas travailler au même niveau le lundi, le mardi, le mercredi que les autres. Donc, mais ça, c'est juste de la gestion. C'est juste que lui, aujourd'hui, il n'a pas été professionnel et il n'a pas joué le jeu. Parce qu'autrement,
il a le talent. Bien sûr, c'est un des meilleurs joueurs, mais quand il n'a pas envie... Toi, tu ne trouves pas justement que par rapport à ça, il y a eu un changement de mentalité chez lui? On l'a entendu dernièrement dire voilà, je suis devenu un peu le super sub de l'Olympique de Marseille, je sais que j'ai 35 ans, je sais que voilà, je ne suis peut-être pas au niveau physique, mais si je dois jouer, je répondrai présent. Si on se réfère à la carrière de Dimitri Payet depuis plus de 15 ans, il a oscillé entre le très bon et le moins bon. Depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il a eu des passages à vide, on le sait. Est-ce que la régularité d'une saison complète, on l'a vécu avec Dimitri Payet, il a toujours eu des passages plus difficiles. Et là, malheureusement, on a eu le plus mauvais de Payet, je pense, sur le début de saison. J'espère vraiment qu'il va se remettre dans le sens de l'ordre parce que le talent il a et qu'il va aider l'Olympique de Marseille. Et il est capable de le faire sur les coups de pied arrêtés. Là, aujourd'hui, il y a plein de choses que les joueurs vont devoir faire, que c'est Payet, l'artificier, Kolasinac met un but de la tête. Mais je pense que si Kolasinac ne touche pas, Nubel, il était aux fraises, il se baladait, le ballon, il peut rentrer direct, il peut marquer direct, Payet, sur ce genre de coup de pied arrêté à la 93e. Donc, je pense que ça va être la clé, la suite pour l'Olympique de Marseille, si lui se remet dans le sens de la marche. Mais c'est au niveau physique. Après, il y a aussi il a eu, alors c'est pas lui faire offense que de dire, mais il peut avoir un comportement néfaste dans le vestiaire. Il a eu par le passé, selon les périodes. Il l'a pas eu cette fois. C'est-à-dire que cette fois, il n'a pas joué. Il n'a pas eu ce comportement néfaste. Il y a des images quand même de Dimitri Payet sur le banc où l'Olympique de Marseille gagne, il ne rentre pas et on le voit heureux. Il l'a pas eu, alors que la même situation se serait produite. Pour être très franc avec vous, moi j'ai été remplaçant dans des clubs, ça dépend de la caméra, à quel moment elle me prend, j'ai des attitudes, je peux être très heureux ou très énervé. Donc on ne peut pas se fier à ce genre de choses. Je pense qu'il est très malin, d'accord. Non, on ne peut pas se fier sur... Mais quand Dimitri Payet décide que ça ne va plus avec Villas-Boas, il avait une influence dans le vestiaire qui faisait que les autres comprenaient que ça allait plus avec Villas-Boas. Aujourd'hui, il n'a plus cette influence. Payet veut faire sauter le coach et dit qu'il bosse trop, c'est trop difficile et qu'il ne comprend pas parce qu'ils ont été deuxième sans forcer. Bon, mais là, ça, c'est pas top de faire ça. On peut pas faire ça malheureusement. Et il l'a fait, il en paye les conséquences maintenant. Donc encore une fois, il a encore les capacités physiques de faire la différence. Mais ça ne tient qu'à lui. C'est pas l'OM, c'est pas les supporters, c'est lui. S'il a envie de se remettre dans le sens de la marche, il le fera. Et il adore l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'il va se régaler. Mais ce qu'on a vu sur 15 minutes à Monaco, pourquoi on l'a pas vu plus souvent cette saison? Pourquoi on l'a pas vu plus souvent? C'est ça la question que je me pose. C'est dommage. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Il n'a pas eu l'occasion. Est-ce que il a eu quand il était aligné avec Gerson, notamment contre Francfort. Est-ce que son niveau physique, parce que certains ont dit il a trop grossi, il n'est pas en état physique de courir. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir forcément. Mais s'il dit ça, c'est qu'il y a un problème à un moment donné. Mais face à Francfort, à la 10e minute, il est rincé, il ne peut plus courir. Ça, c'est quand même pas normal parce qu'il ne jouait pas tout le temps. Je crois que le week-end d'avant, face à Nice, il joue. Il est plutôt bon. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas. Dimitri Payet qui peut avoir du coup un rôle à jouer vu qu'Aminarit a terminé sa saison. Oui, clairement, comme tu le dis, s'il se remet dans le sens de la marche, la mentalité, voilà ce que je dis, je trouve que la mentalité a évolué et qu'aujourd'hui il est davantage collectif que ce qu'il a pu l'être à l'époque, notamment où il y avait Thauvin. La mentalité a évolué, il y a clairement une carte à jouer pour la seconde partie de saison. Là. Ce sera lui le facteur X qui va peut-être faire passer l'OM en Ligue des Champions ou pas. Si on veut faire un petit peu d'histoire, juste sur 6 mois, les 3 meilleurs joueurs les plus influents, Milik est parti, Gerson est parti et Payet est encore là, qui nous ont permis d'être en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'un est à 22 buts, 20 buts, 10 passes décisives, 12 passes. On se rend compte que l'Olympique de Marseille est 4e sans ces joueurs phares, entre guillemets. Donc, on peut se dire, alors, Gerson, ça sera peut-être un autre débat, un autre problème, parce que je pense que là, on n'a pas fini d'entendre parler, il part, il revient, il part, il revient. Mais Payet, pourquoi pas? Moi, je crois toujours qu'il est capable de le faire. S'il ne fait pas les efforts, il restera sur le banc. S'il fait les efforts, je me languis de le revoir, comme face à Monaco, il a envie, il va au tacle, il va au charbon, il fait les efforts. Et tout le monde le voit en plus, les joueurs aussi le voient. Oui. Sacha, avant de refermer la parenthèse Dimitri Payet, ton avis sur le joueur? Moi, selon moi, Dimitri Payet, il ne peut plus enchaîner 90 minutes parce que c'est totalement différent de rentrer 15 minutes en fin de match. Débuter un match où tout le monde est encore frais, il n'y a pas le même pressing, il n'y a pas la même intensité. Là, il rentre 15 minutes, certes, mais les joueurs en face sont cramés. Donc, on voit directement la différence entre les nouveaux entrants et les joueurs de Monaco. S'il est sur le banc, je pense que ce n'est pas pour rien. Le système de Tudor y est pour quelque chose. Je ne pense pas qu'il soit adepte à ce système. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de pressing. Payet pour le système de Sampaoli c'était compatible, Payet pour le système de Tudor je pense pas. Maintenant Aminarit est blessé donc il va falloir tenter, comme vous le disiez tout à l'heure, moi je préfère largement Alexis Sanchez plus bas, il a toujours joué soit sur un côté soit plus bas. Le problème c'est que vous le disiez tout à l'heure, il manque toujours de la présence dans la surface, c'est toujours des défenseurs, mais c'est parce que Alexis Sanchez descend, décroche pour aller chercher le ballon, marronne souvent quand on lui fait pas la passe. Donc moi j'aimerais bien le voir peut-être aux côtés de Payet plus bas avec peut-être
Bamba Dieng en pointe. Mais oui, il a son rôle à jouer maintenant quand Minarit en tout cas est blessé. Alexis Sanchez, c'est 5 buts en 12 matchs de Ligue 1, 2 buts, une passe décisive en Ligue des Champions, mais son apport dans le jeu, il est quand même indéniable. C'est la bonne pioche, Alexis Sanchez. C'est la bonne pioche. Je pense qu'il est malheureusement pas assez servi parce qu'il fait énormément d'efforts, souvent à son détriment, puisqu'on voit qu'à la 75e, il n'arrive plus à faire les efforts. C'est lui le premier déclencheur. On me compare souvent le match du Sporting où on dit c'est un coup du sort parce que l'OM a pris 2 cartons rouges, mais qui fait péter un câble au gardien? C'est lui qui va le presser alors qu'ils sont menés 1-0. C'est lui qui va faire les efforts, c'est lui qui va tirer. Quand vous avez un joueur qui est capable, parce qu'il court partout, il a une petite taille, mais il court partout pour être bord terrain, pour être au post-com ou à la télé, on le voit, il fait les efforts tout le temps. Le seul problème, c'est que des fois, l'équipe n'arrive pas à récupérer son second souffle et ils n'arrivent pas à le suivre. Et des fois, il part tout seul, hop, en 1-2, il se fait passer. Mais si on arrive à suivre, parce que quand l'OM évolue, comme là, face à Lyon ou face à Monaco, le pressing, tout le monde le fait. Tout le monde le suit, tout le monde vient avec lui. Et là, je trouve que c'est super intéressant, c'est là qu'il apporte énormément. Et je pense que si on s'applique un petit peu, parce que le nombre de centres ratés, j'avais vu les stats il n'y a pas longtemps, par match, une quinzaine de centres, ça touche une fois ou 2 fois un joueur. Donc c'est là où il faut s'appliquer aussi, parce qu'il y a du déchet technique dans la dernière passe. Un mot sur le dernier rempart, Pau Lopez. Meilleur joueur de la saison. Pour l'instant, pour moi, c'est la référence, c'est le meilleur joueur. J'étais très dur avec lui la saison passée, parce que j'aime beaucoup Mandanda. Et je trouve qu'à des moments donnés, je pense que sans son professionnalisme et sans ce qu'il a pu faire depuis le début de la saison, l'OM aurait peut-être 4 ou 5 points de moins. Et on voit en Ligue des Champions, face au Sporting, ils perdent 1-0, il y a un duel, il va sortir le ballon dans la foulée. Alexis Sanchez va faire la différence et marquer ce but, mais il a apporté énormément. Vraiment, je trouve que c'est serein et il est capable de faire la différence. Meilleur joueur aussi pour toi de cette première partie, Sacha ? Totalement. Ça se joue avec Guendouzi aussi, j'adore Guendouzi. Mais Pau Lopez, pour moi, c'est même l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Puis je ne le savais pas, je l'ai découvert cette année aussi. Il a du caractère, il parle à sa défense. On l'a vu avec Mbemba, on l'a vu avec Bailly. Il a bien remplacé, avec Vertou, bien sûr. Il a bien remplacé Mandanda. Il a bien fait oublier, en tout cas. Je crois qu'on a fait le tour, Alex, de ce premier thème. Donc, on va passer maintenant aux déclarations du président de l'Olympique de Marseille. Donc, ça se passait tout à l'heure à la commanderie en début d'après-midi. Il est arrivé tout sourire et détendu, évidemment, Pablo Longoria, devant les journalistes. Je vais vous faire réagir aux quelques propos qu'il a tenus donc, pendant plus d'1 heure. Alors, il est globalement satisfait. On le comprend, évidemment. Alors, ouvrez les guillemets. On a été compétitif pratiquement dans tous les matchs. C'est difficile de jouer contre l'Olympique de Marseille. On est dans nos objectifs. La Ligue des Champions mérite une analyse à part. On n'est pas content de ne plus jouer l'Europe, évidemment. Mais le niveau produit sur le terrain était satisfaisant. Oui. On est d'accord avec lui ou pas? Mais le bilan, Tudor faisait le bilan de la Ligue des Champions, il était plutôt satisfait. On n'est pas satisfait quand on passe pas. Après, l'Olympique de Marseille, oui, est compliqué à jouer, mais le problème, c'est que c'est par intermittent. C'est pendant 1 heure, c'est pas en 55 minutes, c'est pas 95, c'est pas un rouleau compresseur. C'est ce que j'ai envie de voir, parce qu'ils sont capables de le faire. On l'a vu sur les 2 derniers matchs, on prend juste les 2 derniers matchs. C'est 45 minutes de très haut vol, et malheureusement, on se rend compte que à l'heure de jeu, on prend peur, ils prennent un deuxième but. Et en fait, ils se mettent en danger et puis après, la machine se remet en route. Pourquoi il n'y a pas cette régularité? Est-ce que c'est un coup de barre? Alors je vous dis, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut, de mon époque, on changeait 2 joueurs, voire 3 joueurs. Là, on peut changer 5 joueurs. C'est-à-dire qu'on peut changer 100 milieux de terrain, un attaquant, 2 défenseurs. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Et pourquoi à un moment donné? Donc c'est juste ce problème-là. Oui, c'est sympa, oui, c'est bien. La fausse note, j'aurais aimé qu'ils nous disent quand même que c'est un gros regret pour l'Europe. Je ne sais pas s'il a dit que c'est un gros regret. Et que la Ligue Europa n'est pas là parce que c'est plus le niveau de l'Olympique de Marseille. Mais après, à partir de là, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais après, il nous réserve encore des surprises, puisque cet été, il n'y avait pas d'argent. Et puis, il y a eu quoi 11, 12, 13, 14 joueurs qui sont arrivés, de nouveaux joueurs à l'Olympique de Marseille. Ça ne s'est jamais vu, donc on va voir ce qui va se passer. Il y a eu un mois d'octobre, on peut le dire, catastrophique, avec effectivement cette première défaite de la saison face à Ajaccio à la maison. 3 défaites, 1 nul, donc dans ce mois d'octobre, et l'élimination en Ligue des Champions. Pourtant, il a dit qu'il n'avait jamais douté, Pablo Longoria, tout à l'heure. Parce qu'il est dans une idée de mettre en place un projet de jeu. Il répète qu'il a choisi Tudor pour ça. Il conforte Tudor aujourd'hui. On le savait, mais l'idée, c'est vraiment, on n'allait pas passer 2 mois à essayer de chercher si Igor Tudor va rester ou pas. Il reste, il a fait du bon boulot. Voilà, ce qu'il dit aujourd'hui, attention, c'est le football. Parce que l'OM a battu Lyon et l'OM a gagné à Monaco. Mais il est là, il est dans se dire, le truc, c'est j'en reviens au mercato, moi. Je me dis que cette équipe-là, elle a besoin
d'un défenseur central supplémentaire, solide, c'est-à-dire qu'Eric Bailly étant trop fragile, solide, et elle a besoin de numéro 9. Tout simplement. Ils n'ont aucune concurrence aussi. On peut pas recruter dans tous les secteurs. Mais voilà, oui, il en manque peut-être un du même niveau qu'eux pour faire une concurrence. Mais tu vois, par exemple, à l'époque où toi tu jouais quand non, mais tu vas peut-être que je me trompe, mais à un moment donné, vous démarrez la saison quand vous remontez en D1, démarre la saison avec Gravelaine en pointe, et ça le fait pas trop. Tout seul en pointe. En fait, Gravelaine et Pedros, Lechkov derrière. Voilà, ça le fait pas trop. Et alors je pense que c'est Gérard Gilly qui fait reculer un petit peu Gravelaine et qui te met toi. Cascarino qui part, il ne conserve pas Etienne Donski et après je vais jouer devant avec Xavier à 2. Voilà, et Gravelaine devient très bon. Et fait oublier qu'il était un peu tête de turc du public à ce moment au début. Voilà, avec Pedros et Lechkov. Il a été très courageux sur ce coup-là. Et Gravelaine devient très bon à l'OM quand il joue avec Marc à côté. Quand il joue avec Marc à côté. Aujourd'hui, moi je demande d'avoir Alexis Sanchez avec un attaquant. Profil de Marc, mais avec un attaquant. Pas rejouer. Non mais voilà, non mais le grand regret. Non mais après. J'aimerais parler au micro à la mi-temps avec vous. Non mais le grand regret aujourd'hui, je sais que si Longoria nous regarde, il va pas être d'accord avec nous. C'est Milik. Bien sûr. Je veux dire, c'est Milik. On aurait eu l'association Alexis Sanchez Milik, ça faisait rêver. Ça laisse des regrets, et quand on voit des centres arriver dans la surface et qu'on voit personne, ou qu'on voit d'un coup Kolasinac qui arrive, ou qu'on voit Vertou qui essaye, on se dit c'est pas possible. L'année dernière, Milik, il avait pas ces ballons-là. Cette année, ils y sont. Même si il a quand même réussi à mettre 20 buts, il les avait pas. Il pas dans le camp du coach. Et aujourd'hui, il y a les centres qui arrivent, même s'il y a du déchet, et il y a plus personne pour les reprendre. Ça peut il y a un truc qui va pas dans le timing. Ça peut bouger dans ce secteur. Oui, ça va bouger de toute façon à l'OM avec Longoria. Tous les mercatos, il y a quelque chose. Donc il va y avoir une recrue au niveau offensif, c'est sûr. Et le point sur Gerson, il en a parlé justement le président de l'Olympique de Marseille. Donc il est au Brésil. Il est parti. Donc c'était quoi le week-end dernier cette semaine. Il a envie de rejoindre le club de Flamengo. Mais c'est pas encore. Il n'y a pas encore d'accord. Mais après. Mais il pourrait revenir. En tout cas, c'est ce que Longoria a dit tout à l'heure en conférence de presse. S'il n'y a pas d'accord, il doit revenir. Peut-être un petit coup de pression quand même pour qu'il y ait un accord ou pour arriver à un accord finalement. L'accord tombera parce que personne n'a intérêt à ce que Gerson revienne. C'est pas comme Bamba Dieng, c'est autre chose là. C'est vraiment l'OM a intérêt à l'accord avec Flamengo. Il est aussi intéressant pour l'OM parce que l'OM avait encore des traites à payer. Flamengo avait une partie du pourcentage à la revente. Donc l'accord, ils trouveront forcément un accord d'ici dans les prochaines semaines. C'est obligatoire. Bamba Dieng qui a été patient, qui semble désormais revenu en odeur de sainteté. Pablo Longoria a parlé même d'une éventuelle prolongation à venir. Il a dit qu'il aurait son importance au sein de ce groupe. C'est bien, on est content finalement de voir les événements prendre cette tournure. C'est un jeune joueur qu'on a découvert la saison passée, qui est capable de marquer des buts, mais encore une fois, d'avoir la chance d'évoluer à côté de Milik comme la saison passée ou d'Alexis Sanchez, il doit apprendre énormément. Faut pas être fou en fait pour dire non mais il peut démarrer titulaire, oui, sur 1 ou 2 matchs, mais à un moment donné, face à Strasbourg, oui c'est sympa, ça marque, mais après, sur l'ensemble de la saison, on ne peut pas confier les rênes aujourd'hui à Bamba Dieng. On ne peut pas. C'est un joueur d'appoint qui va apprendre son métier parce que je pense qu'il lui manque encore du travail. Et c'est normal, c'est un jeune joueur qu'on a découvert très rapidement, qui a fait les efforts rapidement. Maintenant, c'est à lui de prouver et de surtout, encore une fois, de se taire et de travailler parce que le plus important dans le football aujourd'hui, c'est l'OM ou pas l'OM, mais c'est qu'il travaille et qu'il fasse les efforts. S'il travaille, fait les efforts, je pense qu'avec Igor Tudor, certains joueurs vont être récompensés, enfin, seront récompensés et reviendront. Mais c'est drôle quand même. C'est-à-dire de voir, c'est drôle de voir aujourd'hui l'OM dire tant de bien de Bamba Dieng. Ça a été très compliqué. Quand pendant 2 mois en privé, on nous envoyait des gens nous dire que Bamba Dieng était trop gros, qu'il avait physiquement qu'il avait pas la bonne attitude, ce qui était totalement faux parce qu'il était au même poids qu'aujourd'hui. Il se donnait. D'entendre à l'époque Igor Tudor dire qu'il était 5e ou 6e dans la hiérarchie, alors que ça c'est peut-être pour le piquer aussi. Tu vois, tu peux entendre ça pour te piquer. Non, mais c'est-à-dire que en fait, l'idée c'est que l'OM voulait le vendre parce que l'OM savait qu'il avait quand même une cote sur le marché qui pouvait rapporter 10-12 millions d'euros et que l'OM avait besoin de ces 10-12 millions d'euros là. Lui il voulait rester, donc c'était un bras de fer tout l'été qui a duré comme ça, mais lui, enfin Dieng en lui-même, il a jamais renoncé, il s'est entraîné, il a pas parlé, il a rien dit. Son agent a parlé chez nous, j'avais fait une interview de son agent chez nous qui disait justement qu'il voulait absolument rester. Il y a cette histoire de Nice, alors c'est dommage peut-être pour lui parce qu'à ce moment-là ça lui aurait permis de se relancer. Mais quand la visite médicale arrive et que finalement il y a ce petit problème au genou, mais qui n'était pas vraiment un gros problème, les supporters de l'OM ont été contents.
supporters. Parce que je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, se dire, bon, on va faire la deuxième partie de saison avec Bamba Dieng titulaire, c'est quand même un peu risqué si tu veux jouer la Ligue des Champions. Après, je reste persuadé qu'il a un énorme potentiel et qu'il a encore une marge de progression assez colossale. Mais c'est drôle aujourd'hui. Alors après, ça dénote aussi que le fait que Longoria reconnaît ses erreurs aussi et dit qu'aujourd'hui l'OM compte sur lui, que Igor Tudor a vu aussi le joueur à l'entraînement, l'investissement, la qualité. Ce qui est un peu drôle, c'est que l'été dernier, on nous parlait que de Luis Suarez, qui a complètement disparu de la circulation et dont on a vu d'entrée que je suis désolé, mais il n'a pas les qualités de Dieng. Il n'a pas les qualités en profondeur. Ah ouais, c'est un déménageur, il va mettre des coups, hein, mais c'est le seul buteur aussi, non, de métier, Bamba Dieng? Ouais, avec Suarez, quoi. Suarez, c'est l'histoire classique de l'attaquant qui arrive et qui dès le départ marque des buts lors de la première journée et on se met à rêver. C'est ça. On en a eu beaucoup à l'Olympique de Marseille, il y en a eu énormément depuis. Non, mais il y en a eu énormément. Mais Dieng, il y a une belle histoire derrière. C'est-à-dire un joueur qui s'est battu, qui s'arrache, qui était payé 4 800 € brut jusqu'à décembre 2021, au minimum de la charte des joueurs professionnels. Parce que Hérault lui avait promis que lorsqu'il passerait professionnel, lui avait promis que s'il jouer en équipe première, son salaire serait revalorisé, mais entre temps il est parti. Enfin, c'était une histoire compliquée et c'est une belle histoire humaine de le revoir aujourd'hui. Et si demain il s'avère qu'il marque plusieurs buts et qu'il redevient titulaire, les supporters en ont fait quand même leur chouchou quand il rentre. Alors je crois que c'est à Angers qui rentre pour la première fois. Le stade, il y avait beaucoup de supporters de l'OM Angers. Et d'un coup, Bamba Dieng rentre, on aurait dit c'était Drogba qui rentrait. Alors c'est un peu exagéré quand même, mais c'était voilà, ils ont pris l'affection pour lui, les supporters. L'objectif, tu vois l'Olympique de Marseille terminer à quelle place cette saison? Il y a Pablo Longoria, donc toujours, qui a dit qu'il était admiratif du niveau de Lens, donc qui est beau dauphin du Paris Saint-Germain. L'OM est à 6 longueurs derrière. Est-ce que tu vois Paris rester donc évidemment leader et Lens s'accrocher à cette deuxième place, tenir sur la durée? Lens, ça fait quand même. C'est difficile de comparer avec l'Olympique de Marseille, puisque Lens, ça fait quand même 3-4 saisons, même leur remontée de la D2. Il y a une philosophie de jeu qui est mise en place avec un coach que j'aime beaucoup, que j'apprécie vraiment, et les joueurs adhèrent à sa philosophie de jeu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de honte à dire que Lens fait partie des équipes qui jouent le mieux au football. Rennes fait partie. Paris fait partie de la meilleure équipe par rapport à ses individualités. Ils accélèrent, ils font la différence. Donc c'est logique. Maintenant, l'OM se doit de faire la différence parce que Lyon ne répond pour l'instant pas présent. Lille s'est bien relancé. Donc il y a des choses à faire. Alors Lorient, est-ce que ça peut être l'effet qui se coule, ça va s'éteindre ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce que fait le Brice, c'est exceptionnel. Il faut tirer un grand coup de chapeau parce qu'il est venu dépanner du jour au lendemain et puis ça fonctionne. Mais l'OM doit être sur le podium. Il faut récupérer une Ligue des Champions. Si on veut pérenniser, si on veut que des joueurs reviennent comme Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille, parce que je ne suis pas sûr qu'Alexis Sanchez, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il signe à l'OM. Je ne pense pas. Ah non. Je ne pense pas du tout. Il signe pas. Il signe vraiment parce qu'il a la Ligue des Champions. Ce que fait Pablo Longoria aujourd'hui, il faut à tout prix que l'Olympique de Marseille récupère une place en Ligue des Champions. C'était l'objectif initial, mais c'est un objectif c'est pas de vie ou de mort, c'est des champions obligatoires. Quand on voit ce que vit Lyon actuellement, qui n'a plus de Coupe d'Europe, ils sont en danger. Enfin, c'est très compliqué pour Lyon. Il y a Pablo Longoria qui a parlé durant cette conférence de presse de l'arrivée de Jean-Pierre Papin, qui a dit Jean-Pierre Papin va être en contact avec les joueurs, avec Tudor, il va nous inculquer la culture de la gagne. C'est une bonne nouvelle comme ça de s'appuyer sur les anciens, Marc. Ah oui, c'est très. Non, mais c'est cette culture-là, ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pas tiens, il y a Papin. On va voir. Jean-Pierre Papin est un joueur exceptionnel qui a fait vibrer le Vélodrome. Mais voilà, c'est l'état d'esprit, la mentalité qu'a Jean-Pierre Papin. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a un joueur de Ligue 1 qui a son état d'esprit et le travail qu'il a pu fournir pour être à ce niveau-là, être Ballon d'Or. À l'époque, j'étais à ses côtés, donc je l'ai vu, j'étais un gamin, j'ai tout vu. Donc, qu'ils prennent conscience qui est le joueur, c'est quelqu'un d'extraordinaire et que après, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est dans un vélodrome en fusion. Quand on voit le bruit, ce qui se passe, celui qui me dit je rentre au Vel, c'est pas évident, c'est difficile, voilà. Donc oui, c'est bien la culture de la gagne, mais quoi qu'il arrive, avec les supporters et tout ce qui se passe autour par rapport à la ville et tout l'engouement, c'est presque logique. C'est presque oui, c'est obligé. C'est une anomalie qui est réparée. Parce que même ça faisait mal au cœur de voir Jean-Pierre Papin à Chartres en National 2.
Ouais, mais il était entraîneur, là il sera pas entraîneur, mais ça faisait mal au cœur. Ce que je vois de positif là-dedans, c'est que par exemple, si demain des parents hésitent à envoyer leur enfant au centre de formation de l'OM, parce qu'il faut pas se mentir, aujourd'hui, si tu as Montpellier, Nice, Lyon, Rennes sur toi, tu vas à Montpellier, Nice, Lyon, Rennes et pas à l'OM. Demain, les parents discutent avec Jean-Pierre Papin, qui leur explique que ça présente bien aussi, quoi. Donc c'est intelligent de le faire revenir au l'OM. Dans quel rôle, on n'a pas trop bien et puis cette compris proximité exactement. Aussi avec le groupe, avec le staff, avec les joueurs. Ça par contre je suis plus mesuré. Il faudra voir comment ça se passe avec l'entraîneur, parce que quand il y a quelqu'un qui est proche du groupe, proche du staff, proche des joueurs, il faut faire gaffe aussi à ce que ça marche, qu'il marche pas sur les plates-bandes de l'entraîneur. Donc ça, mais je pense pas que ce soit que ce sera le cas de Papin, mais je suis plus mesuré sur ça. Aujourd'hui il y a Basile Boli qui est ambassadeur, mais il est simplement en représentation. En représentation. Jean-Pierre Papin le sera aussi, mais sera présent au quotidien. Pablo Longoria nous avait expliqué il y a quelques semaines qu'il aurait un rôle à la Nedved, voilà, à la Juve. C'est des rôles un peu hybrides. On voit Ludo Giuli, que je connais bien, qui est retourné à Lyon. Il est à côté du coach, il est avec les joueurs à l'entraînement. Moi, je serais incapable de faire ça. Je ne comprends pas très bien ce rôle-là, parce que après, c'est l'état d'esprit, la mentalité des joueurs. Je ne sais pas. Ça peut être intéressant, ça peut apporter, mais des jeunes joueurs, des gamins, pour leur expliquer certaines choses. Mais encore une fois, il y a un coach, et le coach décide de tout. Ouais. Donc, je ne dis pas de parasiter. Moi, j'ai joué en Angleterre, en Écosse. Le big boss, c'est pas le directeur, c'est pas le chairman, c'est pas le directeur sportif, c'est l'entraîneur. Le manager, il décide tout de A à Z. Et c'est vrai que là, ces rôles-là, pas qu'à l'OM, je parle de Giuli, on dit oui, mais il vient pour aider. Oui, tu vas parler avec eux, tu vas jouer aux cartes, c'est pour ça que mais bon, ça peut c'est bien pour l'image, c'est bien d'avoir Jean-Pierre Papin dans le club, ça c'est sûr. Par contre, il faudra pas qu'il aille dire à Igor Tudor, tu devrais mettre Sanchez un cran plus bas. Je pense que ça le fera pas à ce moment-là. Je trouve que le rôle de Jean-Pierre, qui est un formateur pour les jeunes, peut-être pour les jeunes, c'est très bien. Pour les jeunes, Jean-Pierre Papin, qui est capable de faire durable l'après-midi, aller aider les jeunes du centre de formation. Là, je valide. Et Jean-Pierre à 200%. Papin qui aiderait Bamba Dieng à progresser, c'est pas mal aussi. Mais il lui faut je pense qu'il lui faut des mois et des mois devant le but, comme l'a fait Jean-Pierre Papin à l'époque. Ouais. Parce que là, c'est des mois et des mois, c'est même plus des heures, c'était tous les jours. Mais voilà, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. On va en arriver au dernier thème de cette émission. Ça fait un petit moment qu'on discute. Déjà, Marc, il était consacré, puisqu'on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, formé à l'Olympique de Marseille, ta carrière de footballeur d'attaquant, elle démarre au début des années 90. Ouais. Elle s'arrêtera au milieu des années 2000. Alors, est-ce que tu as l'impression que c'est une autre vie ? Notre vie, quoi, ma vie. Ta carrière de footballeur. Tu disais, oulala, ça fait longtemps tout à l'heure. Ça fait pas non, mais c'est... Le football que j'ai connu, j'ai grandi dans les quarts de virage avec ma carte de l'Olympique de Marseille. Je suis arrivé en 88, je pars en 98. J'ai connu ce qu'il y a de plus beau. Pour moi, j'ai vécu ce qu'il y a de plus beau à vivre dans le football. Donc, qu'on le veuille ou non, j'ai connu tapis, j'ai connu les époques tapis, j'ai tout connu. Donc, le très haut et le très bas. Puisqu'on est redescendu, on s'est retrouvé dans une situation très, 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 très compliquée. Mais le football que j'ai connu, il est mort depuis longtemps pour moi. Les ballons, c'est pas les mêmes, les maillots, c'est pas les mêmes, les pelouses sont pas les mêmes, les préparations sont... Tout est différent. Tout est différent. Avant, on avait un entraîneur et un adjoint. Là, maintenant, ils ont chacun un entraîneur pour presque chaque ligne, comme au rugby. Il y a 7, 8, 9 kinés qui les suivent. Il y a un diététicien. Donc, c'est autre chose. C'est très bien aussi aujourd'hui. Mais je considère que moi, j'ai vécu un football. Nous, on pouvait donner la passe au gardien, lui remettre. Il n'y avait pas les VAR, il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas tout. Bon, voilà. C'est une autre époque. Je ne dis pas que c'est mieux. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que mon époque était très belle. Aujourd'hui, le football, je pense qu'il va beaucoup plus vite qu'à mon époque, encore plus vite. Mais ça, c'est... voilà. Donc, je trouve que c'est... non, c'est bien. J'ai fait ce que j'avais à faire à l'Olympique de Marseille. Je me suis régalé. J'ai jamais triché. Et puis, j'ai pas toujours été bon. Mais ça arrive. Et puis après, je suis parti en Angleterre, en Écosse, à Toulouse, à Cannes. Et voilà. Mais voilà. Tu restes quand même. Tu dis que tu n'as pas toujours été bon, mais tu restes quand même. Tu as l'image du joueur qui a fait remonter l'OM, qui fait partie de cette équipe. Je fais partie d'une équipe qui vit une grosse déception par rapport au MVA. Et là, il y a Marseille contre le monde entier, puisque quand on prend cette sanction qu'on est rétrogradé,
Marseille, on est vice-champion de France. Malheureusement, on finit deuxième. Et ensuite, on est rétrogradé. On finit champion. On nous apprend qu'on est encore rétrogradé. Mais pourquoi? Ben non, c'est au MVA. Mais non, mais on a payé. Non, vous n'avez pas payé parce qu'ils voulaient tuer le club. Donc, il y a eu une force de la ville de Marseille contre tout le reste du monde. Nous, on l'a ressenti comme ça. Mais moi, à l'époque, je reçois des offres, je ne pars pas. Parce que nous, on dit, on ne partira jamais. Jean-Christophe Marquet, Jean B, Echouafny, Azuard, toute cette génération de gamins. Mais si on a réussi, c'est grâce aussi à Galtier, Casoni, De Wolf, Fabien Barthez, à des joueurs comme ça. Ça a fonctionné parce qu'on est des gamins et qu'à côté, il y a des patrons comme Marcel Dib qui sont capables de nous mettre des tartes si ça ne va pas. Il ne faut pas honte de le dire, de nous bouger à l'entraînement, de nous bouger à la mi-temps et de faire que, vous savez où vous êtes, on est à Marseille, il faut que ça avance. Là, on prend l'exemple de Saint-Étienne qui vit des moments très difficiles. La Ligue 2, quand on a connu le Vélodrome plein à craquer, la Coupe d'Europe, et que d'un coup on redescend en Ligue 2, qu'on va à Amiens, qu'on va... Alors, sans faire injure à tous ces clubs-là, mais c'est très très difficile. On a vu un début de saison catastrophique, les supporters, ils nous l'avaient fait comprendre, puis après ça s'est enchaîné. Mais ça reste une époque, même si c'était une année 2 années très dures, c'était pour moi les plus belles. 2 demi-finales de Coupe de France, on s'était éclaté. Tu joues aussi avec, à l'époque avec Fowler, tu démarres. La chance que j'ai eue, j'apprends avec Jean-Pierre Papin, Rudy Voller, Alain Bokchik, Sonny Anderson et Cascarino. Donc je pense que... Et la philosophie de l'Olympique de Marseille, dans ces époques-là, le boss le dit, Bernard Tapie le dit, c'est il y a un numéro 9, il sait marquer des buts. Il faut lui donner le ballon. Donc maintenant, vous allez le servir. Et tous les joueurs que j'ai cités, la plupart ont été meilleurs buteurs du championnat de France ou deuxième meilleur buteur. Cascarino, quand le Vaguillon, il met 62 buts en 2 ans en Ligue 2. Alors on me dit, mais c'est en Ligue 2. Je mets au défi aujourd'hui de trouver quelqu'un qui met 32 buts par saison ou 30 buts en Ligue 2. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'était une philosophie, c'était tout pour l'attaque. Et puis advienne que pourra. Et on sait pourquoi on est là, il faut qu'on gagne et qu'on chavire le stade, parce que plus on va les chavirer, plus ils vont là. C'était ça à l'époque. Donc aujourd'hui, alors il y aura peut-être des choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, parce que les intimidations, la pression qu'il y avait, mais qui existe toujours, mais différemment, mais c'était magnifique. Alors moi, je me suis régalé. Ça n'existe plus comme ça, les joueurs qui restent dans leur club pour les aider à se redresser. On l'a vu avec Saint-Etienne, Romain Mouma qui part à Ajaccio, il y a plein de joueurs qui sont partis. Romain Mouma, il passe 10 ans en plus à Saint-Etienne. On ne peut pas comparer aujourd'hui. Si notre époque, il n'y avait pas tous les médias, il n'y avait pas tous les blogs, il n'y avait pas tous les forums, il n'y avait pas d'internet. Tu marquais un but, il fallait attendre le dimanche à Téléfoot pour voir ton but. Là, tu marques un but, en un instant T, tu peux faire le tour de la planète et une star le soir même. Moi, quand j'ai commencé à jouer en pro, c'était en 92, mon premier match, et j'ai dû attendre le dimanche pour essayer de voir si on me voyait à Téléfoot. Et c'est un autre monde, c'est une autre. Après, la différence avec Saint-Etienne, c'est que vous, l'OM, c'était une injustice de voir l'OM en mais c'est le monde entier. Saint-Etienne l'a bien cherché. Ça rajoute de l'envie de rester, que ce soit une injustice. C'est même pas ça. Moi, je grandis. En 88, j'arrive, je suis formé, je suis biberonné à Marseille. Donc moi, je veux pas partir. Moi, je grandis là, mais comme tous les joueurs que je cite, je parle de Jean-Christophe Marquet. Jean-Christophe Marquet a une opportunité pour partir à Liverpool. C'est un gamin à l'époque, il a 20 ans, il doit signer à Liverpool. Il rentre, il dit non, je préfère être mes copains à Marseille. C'était Liverpool. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Je crois qu'il y avait Cantona qui était parti à Leeds à l'époque. Mais Jean-Christophe Marquet est recruté pour aller jouer à Liverpool, le grand Liverpool. Il dit non, je suis bien avec mes copains, on va rester à Marseille. Aujourd'hui, c'est pas gérable, puisqu'il y a des agents qui vont vous dire, mais attends, tu vas gagner 3 millions, 4 millions. À l'époque, pour être très franc, on gagne pas. On gagne de l'argent, mais c'est pas les sommes. Si tu gagnes 3 000 euros par mois, tu dis putain, j'ai de la chance, je gagne 3 000 euros par mois. T'imagines aujourd'hui par rapport au contexte ce qui se passe. C'est lunaire. Mais tu es à Marseille, tu as été biberonné, tu as appris. Mon époque, c'est quand on fait les 5 ans stagiaires, on doit 5 ans à son club formateur, donc on ne peut pas partir. Ou si on part, c'est avec perte et fracas, tu t'en vas, on ne te donne rien. Donc tu fais ta formation et tu finis ta formation. Je parle de Dieng, c'est qu'on faisait 5 ans. Et puis après les 5 ans, on devait 5 ans à son club. Tout ça, ça a sauté. Avec l'arrêt Bosman, il y a plein de choses qui ont disparu. Bon, à l'époque, il y avait 2 remplaçants. Aujourd'hui, tu as quoi, 8, 9 joueurs sur le banc. Tu peux avoir 3 gardiens si tu veux. Donc c'est un autre univers. C'est marrant, tu parles d'un autre football, mais dans ce que tu dis, on a la sensation, enfin on le sait, que c'est le collectif qui primait à l'époque, même si tu as été un des grands artisans de la remontée, comme Alex le disait. Mais c'est moi, et je suis obligé de citer tout le monde. Je suis obligé de citer tout le monde parce que... Mais c'est une des différences avec aujourd'hui, du coup, ou pas ? Aujourd'hui, si on veut comparer
On nous parle de stats, moi je ne supporte pas les stats. Je deviens fou, ouais, mais vous vous rendez compte, il a fait 4 passes D, il a fait ceci, il a fait cela. Ouais, donc je veux bien, c'est sympa, mais le football, c'est pas des stats. Le football, c'est ce qu'on vit et ce qu'on fait vivre, le message que l'on fait passer aux gens qui sont là pour nous le faire vivre. Ce qu'ont vécu les supporters à Monaco, donc devant leur télé, mais je l'ai vécu 1000 fois, c'est exceptionnel. Par contre, ce qu'on a vécu quand Tottenham marque, j'étais au stade, le stade il est tombé de 3 cm. On était là tous, le stade il s'est écroulé. C'est-à-dire que quand Holberg marque ce but, on commentait nous pour Europe, ça s'est arrêté net. Donc il n'y a que le football qui peut donner ça, mais ça te le donne en équipe. Parce que tout seul, tu ne vas pas faire grand-chose tout seul. Peut-être quand tu es dans une grande équipe et tu vas faire un exploit individuel, mais je pense que tout ce que j'ai vécu, c'est grâce aux autres. Parce que sans les autres, j'étais rien du tout. Je ne pouvais pas faire sans les autres. Cascarino a mis 60 buts. Peut-être que Jean-Christophe Marquet il a donné 14 ballons. Jean-B a donné 7 et Chouafny 4, Azuar 2. Et ça, c'est tout un élément qui fait la différence. Quand tu parles d'émotion, moi, je me rappelle, j'étais supporter à cette époque-là et puis j'étais jeune, quoi. Mais tu prends un OM Olympiakos, un OM Sion. C'est explosif. C'est comparable à OM Leipzig, quoi. Ouais, mais vraiment, et même dans l'esprit des supporters qui étaient déjà là à l'époque, des anciens, qui sont aujourd'hui au stade encore mais qui ont vieilli, on va te dire que c'était mieux. Parce que OM Olympiakos, il est resté dans la légende, quoi. C'est vraiment. Là, c'est les Quadras et les Quinca qui étaient au stade à cette période-là. On parle souvent d'Olympiakos, de Sion. On parle de OM Auxerre demi-finale. Oui. Face à la grosse équipe d'Auxerre. Ouais, quel regret. Parce que cette année-là, la coupe, elle est pour nous normalement. Mais voilà, ça fait partie. Je me rappelle Milan, le grand Milan, quand Waddle marque, j'étais au stade. Le stade, il a explosé littéralement. Les gens ont hurlé quand Waddle il marque ce but. Mais tout ça, quand on les vit de l'intérieur, quand on est dans la tribune et qu'après on sait qu'on va être dedans, on se dit, mais moi je veux rester là. Et puis on fait tous les stades de France. Mais moi je veux rester au Vel. Pourquoi je vais partir ailleurs? Pourquoi je vais quitter l'OM? Même si c'est difficile, puisque les 2 années où on est rétrogradé, je pars au bataillon de Joinville, je suis en équipe de France, des jeunes, espoir, j'ai des opportunités. Pourquoi je vais partir? Mais non, je suis bien, moi. J'ai mon appartement, j'habite dans le 10e, je vais à la commanderie. La commanderie, ils sont en train de mettre un truc en place. Ça va être bien, la commanderie. Bon, mais non, c'est autre chose. Hein. C'est beaucoup mieux. J'ai connu les Algeco. Mais il y avait personne qui voulait partir à l'époque. Mais après, le football est cruel parfois. Et puis des joueurs arrivent, puis on vous dit, on n'a plus besoin de toi. Merci, au revoir. Mais ça apprend, c'est le football. Il ne faut pas regretter parce que c'est comme ça. Alors aujourd'hui, consultant, ça fait plusieurs années maintenant, tu es consultant, donc d'acteur à observateur pour le groupe Canal+, pour la chaîne L'Équipe, pour RMC, pour Europe 1. Pour beaucoup. Voilà, non, mais je passe un peu partout. Oui, mais j'aime bien. Je n'ai pas l'âme d'être entraîneur ou adjoint, parce que c'est un vrai métier, et je pense que je suis plus habile pour parler de football. Et là, je travaille pour Europe 1 actuellement, où ça fait 4 saisons que je suis avec eux, je me régale. Jean-François Perret, Lionel Rousseau, que j'embrasse, qui adore aussi l'Olympique de Marseille, qui suivent souvent l'Olympique de Marseille. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça, parce que je considère que d'être acteur aujourd'hui, je pense que pendant de 15 ans que je suis arrivé au centre jusqu'à 34-35 j'arrête, j'ai pas vécu. Je n'ai rien vu, parce que c'est passé très vite, et quand on est professionnel, on se rend compte que on ne fait pas grand-chose. Donc je ne me revoyais pas être adjoint. Olivier Chouafny aujourd'hui est entraîneur. En Ligue 2, il n'a pas de vie. Ça lui convient. Moi, j'ai envie de un peu profiter, de me dire, voilà, je peux quand même profiter un peu de la vie. Parce que pendant une certaine époque... Il y a une certaine liberté aujourd'hui. Ah, mais je suis patron, j'ai ma propre entreprise. Je me gère tout seul et je veux être assez libre comme je l'entends. Parce que je ne me revois pas partir dans le système. Et j'ai tellement aimé le football que quand j'arrête, je l'ai tellement détesté parce que je ne supportais plus ce que je pouvais voir et ce que je vois aujourd'hui. Moi, un mec qui marque un but, que ça fait 2 jours qu'il embrasse le blason du club, que ce soit Marseille, Bordeaux ou Lyon, ça me rend fou. Et puis que 15 jours après, il crache sur le club, il dit à son agent, tu peux dire que c'est un club de merde et je m'en vais. Mais ça, donc ça ne veut plus rien dire. On parle des racines. Moi, j'étais enraciné à Marseille. Mais aujourd'hui, les mecs, ils font des bisous, ils adorent ça. Oui, c'est bien, mais peut-être 15 jours ou 3 semaines après, il va dire à son agent, il faut que je parte parce que je ne supporte pas ce club. Donc, c'est une autre époque, c'est notre mentalité. Moi, j'ai été bercé par des choses qui me touchaient. Je pense que j'étais entier comme tous les gens qui m'ont éduqué dans le football. Et ça a donné ce genre de choses. Et aujourd'hui, je vous dis, je m'épanouis dans les médias, dans tout ce que je fais à côté. Parce que j'ai plusieurs activités, donc voilà, ça me plaît. Tu fais partie de ces Parisiens étiquetés un petit peu Olympique de Marseille ou pas? Forcément, un petit peu. C'est-à-dire parisien étiqueté non, désormais parisien, puisque tu... Oui, ça fait plus de 10 ans maintenant que je vis à Paris pour les médias.
Et puis, non, mais j'ai toujours un œil sur Marseille, j'ai toujours les résultats de Marseille. À Paris, il y a des gens, vous êtes le Marseillais, enfin vous êtes, voilà. Oui, je suis toujours étiqueté. Mais de toute façon, j'ai joué dans d'autres clubs, on me parle toujours que de Marseille. Mais je veux dire que j'ai une vie après. Hein. Ben non, c'est que Marseille. Mais c'est ce qui montre la puissance de ce club. Et c'est pour ça que ceux qui sont aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, il faut se rendre compte de la chance qu'ils ont. Parce que c'est une chance de jouer à l'Olympique de Marseille. Comme quand vous jouez dans un club comme Lens ou Saint-Étienne, même s'ils sont en danger, s'ils sont en difficulté, c'est des clubs, c'est extraordinaire de jouer dans ces clubs-là. Tu n'as jamais eu envie au moment où tu arrêtes ta carrière, de passer entraîneur ou de passer dans les staffs ou dirigeance? Non. C'est un vrai métier. Et puis, j'ai été bord terrain pendant 7 ans. Ouais. De 2005, quand j'arrête, un entraîneur ne peut plus faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'un entraîneur a des idées, il va dire ça, et puis derrière, le joueur va appeler son agent, ou le directeur sportif va appeler le directeur, et le directeur va appeler le président va appeler la famille, ou l'agent, Non, mais c'est ingérable. Moi, j'ai plein de copains qui sont entraîneurs. Je dis, mais vous êtes des fous, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous pouvez gérer, puisque tu dis un truc, et derrière, il va se passer 10 choses différentes de ce que tu as dit. Donc en Angleterre, c'est autre chose, parce que j'ai évolué en Angleterre, c'est totalement différent. On voit l'entraîneur, c'est le big boss, c'est the manager. Mais en France, l'entraîneur, il dit quelque chose, derrière, le joueur, il fait l'opposé. Et puis c'est comme ça. C'est le premier sur lequel on tape, en plus, l'entraîneur. C'est le premier fusible que l'on fait sauter. Oui, ça c'est... Donc c'est pour ça que c'est... Mais puis après, je pense qu'il faut de réelles compétences. Et moi, je n'ai pas des compétences pour être entraîneur parce que je pense que je me serais énervé après des joueurs et que voilà. Mais c'est vraiment pas mon truc. Je pense que on m'a proposé, dès que j'ai arrêté, l'UNFP m'a dit oui, tu peux faire des formations. Beaucoup de joueurs tentent. Et puis après 6 mois, 1 an, 2 ans, arrêtent. Parce que je considère que moi, j'ai fait ma vocation du foot, j'ai eu de la chance. Et je considère qu'aujourd'hui, si on va être entraîneur, c'est une vocation. Olivier Chouafny, je connais très bien, il parlait que de foot. En se voyant dehors, il parlait que de foot. Il s'arrêtait jamais. Je dis, t'en as pas marre? Non, je parle que de foot. Il est entraîneur, il est content. Et quand il était au PSG, on s'est croisés, il entraînait les filles du PSG, 8h du matin, 21h, au camp des loges. Il se régale. Je dis, mais ça, ta vie? Ah ouais, mais j'adore. Ah bien, donc je suis content pour toi, mon ami, c'est bien, mais pas pour moi. Non, mais on n'a pas eu de vie, donc c'est une philosophie. Tu aimes ça, tu le fais. Moi, non. Merci. Tu es toujours animé par cette passion du foot, mais différemment. Voilà. De derrière, c'est très bien. C'est ça. Je le vois de derrière et c'est parfait. Merci en tout cas Marc d'être venu sur ce plateau, nous livrer ton analyse, ton bilan donc, de cette première partie de saison pour l'Olympique de Marseille. Rapidement Alex, est-ce que tu peux nous dire le programme? Il va y avoir un peu de repos et ensuite un stage en Espagne, repos 2 semaines et un stage à Marbella du 4 au 11 décembre avec un match amical qui sera peut-être à huis clos et après reprise du championnat le 28. Avec la journée n'est pas encore, l'horaire n'est pas encore fixé. En semaine, oui. Voilà, en semaine. Mercredi et après, 28 ou jeudi 29. Match à Montpellier le 1er ou le 2. Ouais. Ou le 2, on ne sait pas encore, pareil. Dimanche. Puis il y aura Toulouse d'abord. Oui, à Toulouse le 28 décembre. Donc c'est une première. Je pensais que ce serait renouvelé la saison prochaine. Bien non. En fait, c'était vraiment spécial Qatar. Spécial Coupe du Monde. Ce qui est dommage, c'est que la dynamique qu'a eu Marseille, là, elle s'éteint. Là, il faut redémarrer tambour battant. Alors que là, en battant Lyon et en te mettant face à Monaco, tu sais que tu es confiant. Et là, donc, il y a cette cassure. Et après, c'est une deuxième championnat qui démarre. C'est pour ça que les équipes comme Lorient, on va voir ce que ça va donner. D'autant qu'il y a des joueurs comme Mofi qui peuvent être amenés à partir. Mais Mofi, il est déjà sur les tablettes de clubs anglais qui veulent le récupérer. Après, il y a aussi des clubs comme le PSG où Neymar était en folie. On verra après la Coupe du Monde. Messi, pareil, on verra après la Coupe du Monde. Donc, c'est un deuxième championnat et il faudra voir ce que l'OM va faire durant le mercato pour voir les ambitions. On suivra ça évidemment. Merci oui, Marc. Toujours. En tout merci cas d'être venu sur ce plateau. Sacha, merci beaucoup. Merci on te suivra donc dans ton émission Convoqué sur YouTube, j'ai bien retenu, et les soirs de match aussi. Merci à Baptiste Lombard qui était à la réalisation, assisté de Nicolas Goyer et Fiona Hunevis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc après la trêve. Très bonne Coupe du Monde à tous. Salut.